Je m'appelle Brigitte Sorel, j'ai 32 ans, et j'ai longtemps cru que la famille était un refuge sûr. Jusqu'à ce que le réveillon de Noël dernier brise cette illusion. Imaginez la scène, une salle pleine, les rires qui s'éteignent peu à peu, tous les regards tournés vers moi. Le cœur battant, je me suis levée et j'ai annoncé que j'avais épousé l'homme que j'aime vraiment. Le silence a été glacial. Le visage de mes parents s'est tordu de colère. Depuis des années, ils me répétaient qu'il n'était pas assez bien pour moi. Pas le genre d'homme qui ferait honneur à la famille Sorel. Ils le comparaient sans cesse au petit ami de ma sœur Tania, leur modèle parfait, riche, soigné, le gendre idéal. Peu importait la bonté ou le travail de mon mari, pour eux, il restait en dessous de nous. Et cette nuit-là, mes parents se sont penchés vers moi et ont craché des mots que je n'oublierai jamais. À nos yeux, tu es déjà morte. À côté d'eux, Tania a esquissé un sourire cruel, les yeux brillants de mépris, comme si elle venait enfin de gagner. Ces mots ont frappé comme un coup de poing, déchirant des années d'efforts pour mériter leur amour. La pièce entière s'est figée, parents, cousins, amis, tous pétrifiés. Mais moi, je n'ai pas cédé. J'ai relevé la tête, les ai regardés droit dans les yeux et j'ai simplement dit. Compris. Puis j'ai pris mon manteau, la main de mon mari, et je suis sortie dans la nuit glaciale sans jamais me retourner. Ce moment n'était pas seulement la preuve de leur cruauté. C'était ma libération. La fin d'une vie de contrôle, de comparaison, de jugement. Et ce qui a suivi, la vie que j'ai construite, leur chute à eux, a tout prouvé. Quelques mois plus tard, quand ils sont revenus, désespérés et brisés, j'étais prête. Et les mots que je leur ai dits ce jour-là, ils ne les oublieront jamais. As-tu toi aussi déjà entendu qu'une personne que tu aimes n'était pas assez bien? Raconte ton histoire en commentaire. Je veux savoir comment toi tu as tenu bon. J'ai grandi dans la banlieue de Clermont, dans une maison qui semblait parfaite vue de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ma mère, Denise, dirigeait tout. Depuis que je sais marcher, c'est elle qui choisissait mes écoles, mes amis, même mes activités. À 7 ans, je rêvais de faire du foot. Mais maman a imposé le piano parce que c'était plus distingué. Je jouais des heures, les doigts endoloris, pendant qu'elle critiquait chaque fausse note. Tu dois faire mieux, Brigitte, disait-elle d'un ton sec, sans jamais laisser place à la discussion. Mon père, Daniel, parlait peu. Il hochait simplement la tête, appuyant chacune de ses décisions par son silence. Si j'essayais de protester, il se contentait de murmurer. Écoute ta mère. Puis se replongeait dans son journal. Leur contrôle était une cage invisible. Et toujours ce même message, je n'étais jamais assez bien. Ma sœur Sophie, elle, incarnait la perfection. Première de la classe, félicitée sans cesse. Sophie ira loin, disait maman à table, les yeux brillants de fierté. Moi, je jouais avec ma fourchette, invisible. Sophie ne ratait jamais une occasion de me rabaisser. Quand je peinais sur un exercice de maths, elle lançait, moqueuse. Ce n'est pas si compliqué, Brigitte. Une fois, à 12 ans, j'ai ramené un B en anglais, fière de moi. Maman a regardé le bulletin, a soupiré et dit. Pourquoi tu ne peux pas être comme Sophie? Ces mots m'ont brûlé de l'intérieur. À l'école, c'était pareil. Maman choisissait mes cours, refusait mes options préférées, comme l'art, une perte de temps selon elle, et m'a forcé à intégrer le club de débat pour former mon caractère. Je détestais ça. Je bégayais devant tout le monde, pendant qu'elle me fixait dans le public. Et quand je perdais, le trajet du retour n'était qu'un long sermon sur la honte que je lui faisais. Tu nous fais honte, Brigitte, claquait sa voix. J'encaissais en silence. Mes amis non plus ne lui convenaient pas. Elle interdisait les filles mal influencées, comme Élodie, ma meilleure amie de CM2, passionnée de bande dessinée. Je devais l'appeler en cachette, la nuit, quand maman dormait. Pendant ce temps, Sophie brillait. Société d'honneur, prix scolaire, admiration de toute la famille. Au repas, les tantes s'émerveillaient. Alors Sophie, quelle grande école tu vises? Moi, je restais là, oubliée. Une fois, j'ai gagné un concours d'écriture au collège. J'étais persuadée pour une fois que maman serait fière. Elle a regardé le diplôme, a haussé les épaules et a lâché. Sophie, elle, a publié son texte le mois dernier. Mon cœur s'est effondré. J'ai rangé le certificat, sans plus jamais en parler. Et ce contrôle s'étendait partout. Maman appelait mes professeurs chaque semaine, surveillait mes notes, mes comportements, jusqu'à ma posture en classe. J'avais l'impression d'être observée en permanence. Quant à papa, il m'accompagnait docilement aux activités choisies par maman, sans jamais me demander mon avis. Et si je me plaignais, il soupirait. Ta mère sait ce qu'elle fait. Alors, j'ai arrêté de lui parler. Au lycée, j'étais vidée.
Épuisée de devoir plaire, d'exister à travers leurs attentes. Et de vivre dans l'ombre de Sophie. La nuit, je restais souvent éveillée, rêvant d'une vie où je pourrais enfin choisir par moi-même, où ma voix compterait vraiment. Ce rêve paraissait lointain, mais c'était la flamme qui me tenait debout. Quand je suis entrée à l'université de Clermont, j'ai goûté pour la première fois à la liberté. Pendant des années, j'avais vécu sous les règles de maman. Chaque choix façonné par ses attentes. Là, sur ce grand campus animé, je pouvais enfin respirer. J'ai choisi le marketing comme spécialité, séduite par le mélange de créativité et de stratégie. Mon premier cours, un atelier sur la création de marques, a été une révélation. Je passais des heures à imaginer des campagnes, à esquisser des logos, à présenter mes idées. Pour la première fois, je ne cherchais plus à plaire à quelqu'un d'autre. Après une présentation, ma professeure, une femme brillante au regard perçant, m'a prise à part. « Tu as une étincelle, Brigitte. Ne laisse personne l'éteindre. » Ces mots ont allumé quelque chose en moi, le besoin de construire ma propre vie. En dehors des cours, je découvrais qui j'étais. J'ai rejoint un club étudiant de publicité où j'ai dirigé un projet pour un petit café local. On passait des nuits à chercher des slogans autour d'une pizza, riant de nos premières idées ratées. J'adorais ce chaos créatif, sans maman derrière moi. Mais cette liberté avait un prix. Maman appelait chaque semaine, critique et mépris dans la voix. Le marketing, ce n'est pas un vrai métier. Tu devrais faire comme Sophie, quelque chose de stable. Je serrais le combiné, tentant de rester calme, mais ces mots me rongeaient. Papa, fidèle à lui-même, ne disait rien. Et Sophie, désormais en école de droit, ne manquait pas d'ajouter. Tu joues encore avec tes affiches ? Je faisais semblant de ne pas entendre, déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. Un après-midi de printemps, ma voiture est tombée en panne sur une petite route près du campus. J'ai poussé jusqu'à un garage, stressée et en retard pour un projet de groupe. C'est là que j'ai rencontré Cédric Martin. Il était penché sur un moteur, les mains couvertes de cambouis, concentré. « Laissez-moi voir ça », a-t-il dit d'une voix calme et rassurante. Je l'ai regardé travailler, précis, méthodique, sans jamais me prendre de haut. La plupart des gars m'auraient ignoré, mais lui, il écoutait. On a parlé 1 heure durant, de musique, de balades nocturnes, pendant qu'il réparait ma voiture. Son rire était franc, sa confiance simple, sans arrogance. Je suis repartie avec une voiture réparée, son numéro dans la main, et le cœur léger comme jamais. Cédric et moi avons commencé à nous voir, d'abord comme amis, puis comme bien plus. Il venait me chercher après les cours, on mangeait des burgers dans un petit bistrot du coin. Il me parlait de son travail de mécanicien, de la satisfaction qu'il trouvait à résoudre des problèmes de ses mains. J'admirais sa fierté honnête, si différente de la réussite lisse que maman et Sophie valorisaient. Avec lui, je n'avais rien à prouver. Quand je doutais ou que maman me faisait encore mal avec ses mots, il m'écoutait, simplement. « Tu es déjà suffisante, Brigitte », me disait-il en me serrant la main. Ces mots me portaient à travers les longues nuits d'études et les moments de découragement. Le week-end, on explorait la région, on allait écouter des groupes dans les bars ou marcher au bord du lac. Pour la première fois, je me sentais vue, pas jugée. Mais jongler entre les cours, les projets et mon petit boulot à la librairie n'était pas facile. Les appels de maman devenaient plus durs. « Avec qui tu passes ton temps ?» Elle insistait, insinuant que je gâchais mon potentiel. Sophie m'envoyait des messages, toujours condescendants. « Trop occupée avec tes petits passe-temps ?» Je les ignorais, concentrée sur mes objectifs. J'ai décroché un stage d'été dans une agence de communication où je gérais les réseaux sociaux de petites entreprises. C'était exaltant. Mais chaque victoire s'accompagnait d'un tirage vers l'arrière. Maman voulait que je rentre plus souvent, papa me répétait. « Ne t'éloigne pas trop, Brigitte. » Leur voix restait dans ma tête comme une chaîne invisible. Cédric, lui, était mon ancre. Quand je doutais, il me rappelait pourquoi j'avais choisi cette voie. Une nuit, après un appel épuisant avec maman, il m'a emmenée en voiture. On s'est arrêté près du lac, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau. Il a pris ma main et a dit doucement. « Tu ne leur dois pas tes rêves. » J'ai hoché la tête. Pour la première fois, je l'ai cru. Mais au fond de moi, je savais que présenter Cédric à ma famille serait une épreuve. L'automne dernier, j'ai décidé de le faire. Après plus d'1 an ensemble, j'étais prête à leur présenter l'homme qui me faisait me sentir enfin à ma place. En arrivant devant la maison familiale, j'avais l'estomac noué. J'avais prévenu Cédric, maman était exigeante, Sophie a serré. Il m'a juste serré la main. On fera face ensemble. Son calme m'apaisait, mais je sentais que ce dîner serait un test. Et que je n'étais pas sûre de le réussir.
On s'est installé autour de la table, le rôti de maman fumant au centre, les silences plus lourds que l'air. Elle a commencé par de petites questions, l'air aimable mais le regard perçant. « Alors, Cédric, que faites-vous dans la vie » demanda-t-elle d'un ton faussement poli. Il répondit avec assurance, expliquant son travail de mécanicien et la passion qu'il avait pour les défis techniques. J'ai souri, fier de la passion de Cédric. Mais le visage de maman s'est aussitôt durci. « Mécanicien » fit-elle, d'une voix chargée de mépris. « C'est Manuel ça. » Papa, assis en face, hocha légèrement la tête, le visage impassible. J'ai serré ma fourchette, sentant l'orage approcher. Sophie, fidèle à elle-même, ne rata pas l'occasion d'envenimer la soirée. Tu sais, mon copain, Kevin Duval, dirige sa propre société d'investissement, lança-t-elle, le regard glissant vers Cédric. Il conclut des affaires à plusieurs millions. Son sourire narquois était une flèche bien visée. Je lui ai lancé un regard noir, mais elle a juste haussé un sourcil provocante. Cédric, calme, s'est contenté d'un hochement poli. Impressionnant, a-t-il répondu d'un ton neutre. Mais l'air s'était épaissi, saturé du jugement silencieux de ma famille. Maman reprit, tranchante. Brigitte, tu fais du marketing. Tu devrais être avec quelqu'un d'ambitieux à ton niveau. Un mécanicien, ce n'est pas tout à fait ça. Ces mots m'ont transpercé, comme si Cédric n'était pas digne de moi. J'allais répondre, mais papa, pour une fois, prit la parole. Ta mère a raison. Tu as un bel avenir. Ne te contente pas de moins. Sa voix douce mais ferme sonnait comme une sentence. J'ai senti la colère me monter aux joues. Sous la table, Cédric a effleuré ma main, un geste discret mais apaisant. Pourtant, je refusais de me taire. Son métier ne le définit pas. Ai-je lancé d'une voix tremblante, mais assurée. Cédric est honnête, travailleur, et il me soutient plus que vous ne l'avez jamais fait. Le silence est tombé. Les fourchettes se sont figées. Maman a plissé les yeux. Ne nous parle pas comme ça. Nous t'avons tout donné. Tu nous dois de meilleurs choix. Sophie a éclaté d'un rire sec, moqueur. Allons Brigitte, tu sors avec un garagiste. Kevin a un appartement à Lyon. Et lui, qu'a-t-il? Une caisse à outils? Ces mots étaient du poison. J'ai vu Cédric se raidir, sans rien dire. Tu ne le connais même pas, Sophie. Ai-je répliqué, la voix tremblante de colère. Elle a roulé des yeux. J'en sais assez. Tu te ridiculises. C'en était trop. Je me suis levée d'un bond, la chaise raclant le sol. Cédric est plus famille pour moi que vous trois réunis. Ai-je déclaré, les fixant tour à tour. Lui, il me respecte. Vous ne cherchez qu'à me contrôler. Maman a frappé la table de sa main. Assez. Tu es en train de gâcher ton avenir pour lui. Choisis Brigitte, nous ou lui. Son ultimatum a glacé la pièce. J'ai regardé Cédric. Ses yeux étaient calmes, confiants, comme s'il savait que ma réponse comptait plus que tout. J'ai pensé à toutes ces années passées à essayer de leur plaire. À tout ce que j'avais sacrifié. Et j'ai dit simplement. Je choisis Cédric. Maman a poussé un cri étouffé. Papa a secoué la tête. Sophie a soufflé, moqueuse. Tu perds la tête. J'ai pris la main de Cédric et nous sommes sortis. Leur voix s'éteignait derrière nous. Cette nuit-là, j'ai compris une chose. Leur approbation ne valait pas ma liberté. Mais je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer. Quelques mois plus tard, le réveillon de Noël approchait. Je le redoutais. La maison de mes parents serait pleine, oncles, tantes, cousins, et leurs regards. Mais Cédric et moi avions pris une décision folle quelques jours plus tôt. Nous nous étions mariés en secret à la mairie de Clermont, juste nous deux et un témoin. Pas de robe luxueuse, pas de discours, juste de l'amour et du silence. On n'avait rien dit à personne. Mais ce soir-là, j'ai décidé que le moment était venu de leur dire la vérité. Mon cœur battait à tout rompre quand nous sommes entrés dans la salle à manger. La main de Cédric serrait la mienne, rassurante. Je portais une robe simple, mon alliance cachée sous une écharpe. Mais je savais que j'entrais sur un champ de bataille. Le dîner avait commencé paisiblement. Les rires des oncles, le bruit des verres. Mais maman jetait des coups d'œil nerveux vers moi. Papa, lui, évitait soigneusement mon regard. Et Sophie en face, me fixait avec ce petit sourire qui m'avait hanté toute mon enfance. À mi-repas, j'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. J'ai quelque chose à dire, ai-je annoncé, la voix tremblante mais ferme. Tous les regards se sont tournés vers moi. Cédric et moi, nous nous sommes mariés la semaine dernière. J'ai retiré mon écharpe, révélant la bague, et regardé Cédric.
Son sourire discret m'a donné du courage. La pièce s'est figée. Puis, le visage de maman a viré au rouge. Sa fourchette est tombée dans son assiette. Mariée? A-t-elle soufflé, la voix sifflante. Avec lui? Papa s'est levé, blême, les poings serrés sur son verre. Avant que je ne puisse parler, ils ont hurlé à l'unisson. À nos yeux, tu es déjà morte. Leurs mots ont déchiré la pièce. Certains invités ont eu un hoquet de stupeur, d'autres ont chuchoté. J'ai senti l'air quitter mes poumons. C'était une trahison si brutale que tout en moi s'est figé. Sophie, évidemment, a brisé le silence. Un mariage secret avec Cédric? Sérieusement? C'était quoi? Une cérémonie éclair dans une mairie miteuse? Même pas les moyens d'une vraie fête? Ces mots étaient du fiel. Mais Cédric, toujours calme, a simplement serré ma main. Sa dignité valait 1000 réponses. Je les ai regardés tous trois, ma mère, mon père, ma sœur. Et tout m'est revenu, les critiques, la honte, les comparaisons, les humiliations. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai redressé la tête, les larmes brûlantes dans les yeux. Prête à leur dire enfin ce que je retenais depuis toute une vie. Compris, ai-je dit, en plongeant mon regard dans celui de maman, puis de papa, puis de Sophie. Le mot resta suspendu dans l'air, simple, mais définitif. Je me suis tournée vers Cédric. Son regard était calme, sûr. Nous avons marché vers la porte. Tu fuis déjà, Brigitte? Typique. Lança Sophie, moqueuse. Je ne me suis pas retournée. Les murmures des invités, quelques voix suppliantes, s'estompèrent derrière nous. L'air glacé de décembre m'a fouetté le visage, mais je me sentais plus légère, comme si une chaîne venait de se rompre. Dans la voiture, Cédric m'a prise contre lui. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux, mais le cœur décidé. « C'en est fini d'eux, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. J'ai bloqué les numéros de maman, de papa et de Sophie. Supprimé leurs messages, leurs appels, leur emprise. Pendant des années, j'avais porté leurs attentes, leurs jugements, espérant une approbation qui ne venait jamais. Désormais, avec Cédric à mes côtés, j'étais libre de choisir ma propre famille. Partir, ce n'était pas seulement quitter une maison. C'était reprendre possession de ma vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre. Plus jamais je ne les laisserais me définir. Après ce réveillon désastreux, j'ai effacé tous leurs contacts de mon téléphone. M'éloigner d'eux, c'était comme enlever un manteau trop lourd porté depuis toujours. Cédric et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons trouvé un petit appartement chaleureux dans le centre de Clermont, un 2 pièces lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur les rues animées. C'était modeste, mais c'était chez nous. Les week-ends, on déballait nos cartons, on riait devant la vaisselle dépareillée, on rêvait à notre avenir. Pour la première fois, je ne regardais plus derrière moi, dans la peur d'être jugée. Mon travail, lui aussi, prenait un tournant inattendu. Je travaillais depuis 1 an dans une agence de communication et on m'a proposé de diriger une grande campagne pour une start-up technologique locale. C'était un défi, refonte complète de l'image, affiches, pub en ligne, événements de lancement. J'y ai mis tout mon cœur, esquissant des idées tard le soir, présentant des concepts audacieux à mon équipe. Ma chef, une femme exigeante mais juste, m'a félicité après une présentation. « Tu gères ça d'une main de maître, Brigitte. » Ces mots ont résonné fort, à l'opposé des critiques de ma mère. Je me suis investie corps et âme dans le projet. Quand le client a validé notre proposition, l'équipe a explosé de joie. J'ai ressenti une fierté que je n'avais pas connue depuis des années. Un après-midi froid, dans un café près de l'agence, j'ai croisé Marguerite Duval, une amie de maman. Elle m'a reconnue dans la file et m'a fait signe avec un sourire doux, un peu hésitant. « Brigitte, ça fait longtemps » a-t-elle dit d'une voix bienveillante. Nous nous sommes assises. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai hésité un instant, craignant qu'elle rapporte tout à ma mère. Mais son regard était sincère, sans jugement. Alors, j'ai parlé, du dîner, du départ, de mon choix de vivre avec Cédric. Marguerite a écouté, hochant la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait » m'a-t-elle dit. « Ne laisse personne te faire douter de toi. » Ces mots m'ont profondément touchée, comme un rappel que je n'étais pas seule. Elle m'a confié sa propre histoire, ses conflits familiaux, puis a serré ma main. Tu construis quelque chose de vrai. Continue. Je suis sortie du café le cœur léger. Son soutien silencieux m'a donné de la force. Cédric s'épanouissait lui aussi. Au garage, il gérait de plus gros travaux, se faisait connaître pour son talent et sa rigueur. Le soir, on rentrait épuisé, mais heureux. On cuisinait des repas simples, on riait, on rêvait ensemble.
Un soir, il m'a tendu son téléphone avec une playlist de nos premières sorties. Il m'a tiré dans une danse maladroite au milieu du salon. C'est nous ça, a-t-il soufflé en riant. J'ai ri jusqu'à en avoir mal au ventre. C'était un bonheur que je n'avais jamais connu dans ma propre famille. On parlait de voyage, d'économiser pour acheter une maison, de fonder un jour notre foyer. Chaque projet était une promesse, celle de bâtir la vie qu'on avait choisie. Le grand lancement de la campagne est arrivé. La salle du centre-ville était bondée. Nos visuels illuminaient l'écran géant, la musique battait, les clients souriaient. Ils me serraient la main, félicitaient notre travail, louaient les slogans percutants. Je les écoutais mais au fond, je réalisais surtout ceci. J'avais construit quelque chose de vrai, sans leurs règles, sans leur ombre. Cédric était là, applaudissant plus fort que tous les autres. « Tu es incroyable », m'a-t-il murmuré en m'enlaçant. Pour la première fois, je l'ai cru. Ce succès n'était pas qu'un triomphe professionnel. C'était la preuve que je pouvais réussir à ma manière. Les mots de Marguerite me revenaient souvent. Ne laisse personne t'enlever ta lumière. Je ne regrettais pas d'avoir coupé les ponts. Mais parfois, au fond de moi, je me demandais si mes parents finiraient par comprendre. Cédric et moi n'en parlions plus vraiment. On préférait se concentrer sur nos petites joies. Les cafés du matin, les films du soir, les promenades dans les rues enneigées de Clermont. Notre appartement était devenu un refuge. Le seul endroit où je pouvais être moi-même, sans excuse. Je n'étais plus la fille docile d'autrefois. J'étais une femme libre, debout, entourée d'amour sincère. 3 mois après le réveillon, alors que je relisais des maquettes publicitaires, mon téléphone a sonné. Le nom Marguerite Duval s'est affiché à l'écran. Sa voix n'avait plus la douceur habituelle. « Brigitte, c'est à propos de ta famille. » Mon cœur s'est serré. Elle m'a expliqué que Sophie avait été dupée par Kevin, l'homme dont elle se vantait tant. Il l'avait convaincue d'investir toutes ses économies, plus de 55 000 €, dans une soi-disant affaire infaillible. C'était une arnaque. Le projet n'existait pas, et Kevin s'était volatilisé, laissant Sophie ruinée, ses comptes vides, ses papiers remplis de contrats sans valeur. Les mots de Marguerite m'ont frappé comme un coup de poing. Sophie, toujours si sûre d'elle, toujours la préférée de maman, venait de s'effondrer. Elle avait cru aux promesses de Kevin, richesse facile, avenir doré, sans savoir qu'il manipulait d'autres femmes, d'autres investisseurs. Très vite, la nouvelle s'est répandue dans Clermont. La brillante Sophie Dupont s'était fait escroquer. Les murmures, les rumeurs, les regards, tout ce qu'elle avait méprisé chez les autres, elle le vivait à son tour. Je ressentis une pointe de pitié. Mais elle s'effaça vite. Ses moqueries, ses humiliations, sa cruauté envers Cédric étaient encore trop fraîches. J'ai remercié Marguerite et raccroché, le cœur lourd, l'esprit en ébullition. Et ce n'était pas fini. Marguerite m'a expliqué que mes parents avaient dû intervenir pour sauver Sophie. Ses dettes s'élevaient à des dizaines de milliers d'euros, prêts impayés, frais d'avocat, dépenses qu'elle ne pouvait plus couvrir. Pour l'aider, ils avaient vendu leur maison, celle que maman vantait à chaque dîner, symbole de sa réussite. Ils vivaient désormais dans un petit logement en périphérie, loin du confort et du prestige qu'ils aimaient afficher. Leur épargne s'était envolée. Le cabinet de conseil de papa tournait au ralenti, les clients s'éloignant, méfiants après le scandale. Clermont, où maman faisait autrefois la fière à chaque gala, s'était retourné contre eux. Les invitations s'étaient tues. Les amis avaient disparu. Leur nom, autrefois synonyme de respectabilité, n'était plus qu'un sujet de commérage. Je suis restée là, assise sur mon canapé, le regard perdu. Cédric m'écoutait en silence, sa main posée sur la mienne. Ils ont fait leur choix, a-t-il dit calmement. J'ai hoché la tête. Il avait raison. Maman et papa avaient mis Sophie sur un piédestal, finançant ses caprices, méprisant mes efforts. Aujourd'hui, leur aveuglement leur avait tout coûté. Je ne jubilais pas. Il n'y avait pas de plaisir dans leur chute, seulement une clarté froide. Leur monde parfait s'était effondré, bâti sur le mépris et l'illusion du contrôle. Une semaine plus tard, Marguerite m'a rappelé. Sa voix était plus douce, presque hésitante. Tes parents veulent te parler, Brigitte. Ils ont changé. Ils disent qu'ils te regrettent. Je suis restée muette. L'image du soir du réveillon a surgi, leur visage figé de colère, leurs mots cruels. En nos yeux, tu es déjà morte. Et maintenant, ils voulaient revenir ? Une part de moi voulait décrocher. Mais une autre, plus forte, murmurait, non. J'avais mis des années à m'émanciper. Je ne leur devais plus rien. Je ne suis pas prête, Marguerite. Peut-être que je ne le serai jamais, ai-je répondu. Elle n'a pas insisté. Je comprends.
Protège ce que tu construis. C'est précieux. Ces mots résonnèrent longtemps. Et cette fois, je ne vacillais pas. Je n'ai pas débloqué leur numéro. Je n'ai pas répondu à leurs messages. Leur souffrance ne me concernait plus. Leur chute était la conséquence de leur choix, pas des miens. Ce jour-là, la sonnette a retenti sans relâche. Je travaillais sur une nouvelle campagne quand le bruit m'a fait sursauter. Cédric a levé les yeux, inquiet. J'ai ouvert la porte. Et ils étaient là. Maman, papa et Sophie. Leur prestance avait disparu. Leur visage était tiré, fatigué. Sophie, autrefois si fière, ne soutenait même pas mon regard. Brigitte, il faut qu'on parle, dit maman, la voix tremblante. Papa hocha la tête, évitant mes yeux. Sophie jouait nerveusement avec ses doigts. Ils ont commencé à parler tous en même temps. Des excuses, des regrets, des promesses. Pardon pour la fête, pour notre jugement, pour t'avoir perdu. Je les ai écoutés sans les interrompre. Mon cœur battait vite, mais ma décision était déjà prise. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai dit doucement. Les morts ne reviennent pas. Le silence est tombé. Maman a pâli, ses yeux se sont remplis de larmes. Papa a serré les mâchoires. Sophie a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. Je n'ai pas attendu davantage. J'ai refermé la porte. Le clic de la serrure a résonné comme un point final. Cédric m'a prise dans ses bras. Et à cet instant, j'ai senti tout le poids des années s'envoler. J'avais enfin posé mes limites. Et je ne les franchirai plus jamais. La vie a continué, douce et simple. Cédric et moi étions heureux dans notre appartement de Clermont. Je venais d'obtenir une promotion, supervisant plusieurs campagnes à la fois. L'une d'elles, pour une association locale, a même remporté un prix. Mon nom circulait dans le milieu. Et cette fois, j'en étais fier. Cédric, lui, avait agrandi le garage. Sa réputation grandissait, ses clients revenaient toujours. Nous fêtions chaque petite victoire, un dîner fait maison, une balade en forêt, un projet partagé. Notre bonheur n'était pas spectaculaire. Mais il était authentique. Quant à mes parents et Sophie, Marguerite m'apprit qu'ils vivaient toujours dans leur petit appartement en bordure de ville. Leur confort perdu, leurs amis envolés. Sophie, isolée, portait la honte de sa naïveté. Je ne leur voulais pas de mal. Mais je ne pouvais plus les sauver. J'ai compris une vérité essentielle. Mettre des limites, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se protéger soi-même. La famille ne donne pas le droit d'écraser, de contrôler ou de mépriser. Aimer ne veut pas dire tout accepter. Couper les ponts a été difficile. Mais c'est ce qui m'a permis de vivre pleinement, honnêtement, librement. Cédric m'a montré ce que le mot famille signifie vraiment. Du respect, du soutien, de la tendresse. Aujourd'hui, je ne suis pas plus forte parce que je les ai exclus. Je le suis parce que je me suis choisie.